Chaque zèbre a un motif unique de rayures, de même que les humains et leurs empreintes digitales. Est-ce un mythe ou la réalité? Qu'en penses-tu? C'est vrai, chaque animal arbore une combinaison rayée qui lui est propre. Il est donc impossible de trouver deux spécimens exactement identiques. Ces élégantes rayures noires et blanches fonctionnent comme des illusions d'optique, afin de provoquer la confusion ou de faire fuir leurs principaux ennemis, prédateurs et insectes nuisibles tels que les mouches tsetse ou encore les tans. Les zèbres sont probablement conscients de leur aspect fabuleux car ils prennent le temps de se toiletter entre eux. S'il t'arrive un jour d'apercevoir deux zèbres se tenant tout près l'un de l'autre, ce n'est pas qu'ils se battent. C'est une routine de beauté amicale. Contrairement aux humains, les zèbres ne peuvent pas se gratter tout seuls si facilement. Alors ils s'enlèvent mutuellement les poils morts inaccessibles. Les zèbres vivent habituellement en troupeaux, au sein desquels se créent des cellules familiales plus petites, composées d'un mâle, de plusieurs femelles et de leur progéniture, chacun d'entre eux possédant son propre motif de rayures tout particulier. Les chauves-souris sont aveugles. Qu'en penses-tu? Non, c'est un mythe. Être aveugle comme une chauve-souris est une expression anglophone fondée sur l'idée que ces animaux ne voient pas correctement. En des temps reculés, soit avant le XXIe siècle, on pensait que les chauves-souris étaient aveugles, en raison de leur schéma de vol erratique. De nombreuses chauves-souris utilisent effectivement l'écholocation pour s'orienter, ce qui ne les empêche pas de voir pour autant. Passons à la question suivante. Les homards sont monogames et restent en couple avec le même partenaire toute leur vie. Vrai ou faux? Qu'en dis-tu? Les romantiques vont être déçus, mais ce n'est qu'un mythe rendu populaire par une célèbre émission de télévision. En réalité, les homards ne sont pas du tout monogames. Les mâles dominants s'accouplent avec plusieurs femelles. Puis, un par un, ils disparaissent, pour réapparaître sur la table d'un restaurant avec du beurre fondu. Miam! Mais ne t'inquiète pas, le royaume animal compte encore quelques sentimentaux qui restent fidèles toute leur vie. Cygnes, loups gris, castors, pigargues à tête blanche, gibbons, pour n'en citer que quelques-uns. Tu peux attraper des verrues en manipulant certaines grenouilles ou crapauds. Que penses-tu de cette rumeur? C'est un vieux mythe, probablement lié au fait que les crapauds et les grenouilles ont tous deux des bosses sur la peau. Visiblement, ces bosses font penser à des verrues, mais ce ne sont que des glandes qui ne sécrètent aucune substance susceptible de causer des verrues chez les humains. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de risques d'attraper des verrues en serrant la main d'un être humain infecté que celle d'un batracien avec qui les chances sont nulles. Continuons. Les tortues vivent à l'intérieur de leur carapace et peuvent sortir à tout moment. Est-ce vrai ou faux? C'est un mythe. Il n'y a que les tortues des contes de fées et des dessins animés qui sortent de leur carapace comme bon leur semble. Mais en réalité, affirmer que les tortues vivent dans leur carapace, c'est comme dire que les humains vivent dans leur peau. Une carapace n'est pas seulement une coquille vide ou une pièce indépendante servant de costume. Bien que les tortues puissent rentrer leurs membres à l'intérieur pour se protéger, la carapace fait partie intégrante de leur anatomie. Regarde la structure réelle de son squelette. La carapace est soudée aux os du squelette. La tortue ne peut pas vivre sans elle. Cela vaut aussi bien pour les tortues de mer que les tortues terrestres, dont les carapaces diffèrent selon l'environnement. Celles des tortues marines sont plus fines et hydrodynamiques, tandis que celles des tortues terrestres sont plus arrondies et bombées. Question suivante. Les empreintes digitales des koalas sont indiscernables de celles des humains. Est-ce que cela te semble plausible? Bien que cela semble inventé de toutes pièces, c'est tout à fait exact. Si tu compares une empreinte digitale humaine à celle d'un koala, tu pourras à peine faire la différence, même au microscope. Lorsque les scientifiques ont fait cette découverte, ils ont averti la police car ces adorables petites créatures poilues étaient du coup capables de confondre les experts médico-légaux sur les scènes de crime. Les scientifiques supposent que les caractéristiques du bout des doigts des koalas se sont récemment améliorées de manière indépendante au cours de leur histoire évolutive. Les cousins des koalas, comme les kangourous et les wombats, n'ont pas les mêmes caractéristiques. Les koalas ont probablement développé ces empreintes digitales compliquées car elles les aident à s'agripper plus facilement aux feuilles et aux branches. Les koalas sont connus pour être très exigeants en matière d'alimentation. Ils préfèrent les feuilles d'eucalyptus d'un âge particulier. Leurs doigts sensibles ont peut-être évolué comme des outils permettant de distinguer les bonnes feuilles à leur texture. Les koalas ne sont pas les seuls mammifères à avoir des empreintes digitales semblables à celles des humains.
Les motifs des doigts des chimpanzés et des gorilles sont aussi assez complexes. Prêt à passer à la prochaine question? Les autruches mettent leur tête dans le sable pour se cacher des prédateurs. Mythe ou vérité? Ce n'est qu'un mythe. Les autruches n'enfouissent pas leur tête dans le sable lorsqu'elles sont menacées. En fait, elles ne le font même jamais. Ce mythe est répandu grâce à la fameuse expression « faire la politique de l'autruche ». Mais en réalité, les autruches doivent creuser des trous dans le sable pour leurs œufs car ce sont des oiseaux incapables de voler. Pour s'assurer qu'ils soient uniformément chauffés, les autruches y mettent leur tête pour retourner les œufs de temps en temps. Toutefois, les autruches ont quand même une certaine tendance à la fuite. Lorsqu'elles font face à une menace, elles peuvent se laisser tomber sur le sable et rester parfaitement immobiles en faisant semblant d'être mortes. Les poissons rouges ne se souviennent plus de rien au bout d'une seconde. Crois-tu qu'ils aient une si mauvaise mémoire? Si tu proclames souvent que tu as une mémoire de poisson rouge pour t'excuser d'avoir oublié quelque chose d'important, nous avons de mauvaises nouvelles pour toi. De multiples études ont prouvé que les poissons rouges pouvaient se souvenir de choses pendant plusieurs mois, voire davantage. Des chercheurs d'une université israélienne ont organisé l'expérience la plus adorable qui soit. Pendant un mois, ils ont joué de la musique classique tout en nourrissant les poissons. Ils pensaient que cette pratique apprendrait aux poissons à associer la mélodie à la nourriture. Au bout de 5 mois, après la fin de la période d'apprentissage, les poissons étaient en effet excités et commençaient à chercher de la nourriture chaque fois qu'ils entendaient le morceau de musique qui avait été diffusé plus tôt. Ah, Mozart! Bon, où est ma bouffe? On ne sait pas exactement d'où vient ce mythe, ni pourquoi il est si populaire. Mais certaines personnes suggèrent que les propriétaires de poissons rouges l'ont répandu car ils se sentaient coupables de garder leurs animaux dans de minuscules bocaux. Les chats et les chiens sont daltoniens. As-tu une quelconque expertise sur ce sujet? Ce n'est pas vrai. Les chats et les chiens ont bien une meilleure vision des couleurs que nous ne le pensions. Ce mythe n'est probablement qu'une exagération du fait que chaque animal perçoit les couleurs différemment des humains. Des études ont révélé que les chiens et les chats pouvaient tous deux distinguer le vert et le bleu. Ils ont également plus de cellules photosensibles dans leurs yeux, également appelés bâtonnets, que les humains. Cela signifie que les chats et les chiens peuvent voir beaucoup mieux dans les espaces à faible luminosité. Les yeux des chiens ont moins de cônes, ces cellules qui détectent les couleurs. C'est pourquoi les scientifiques pensent que la vision approximative des couleurs des chiens correspond à seulement 1/7 de celle des humains. Les requins ne peuvent respirer et rester en vie que lorsqu'ils nagent. Est-ce que cela te semble plausible? Selon une croyance populaire erronée, les requins ne peuvent respirer qu'en se déplaçant, car la nage les aide à pousser l'eau vers leurs branchies. Bien que de nombreux types de requins soient conçus de cette façon, beaucoup d'autres, comme les requins nourrices qui vivent sur les fonds marins, n'ont pas besoin de nager pour pomper de l'eau riche en oxygène vers leurs branchies. En attendant, tous les requins sont bien dépourvus de vessie natatoire. Donc, s'ils s'arrêtent de nager, ils vont probablement couler au fond de l'eau. Mais heureusement, le corps d'un requin ne peut pas être comprimé. C'est pourquoi les descentes ou les remontées rapides sont sans danger pour eux. Les loutres de mer se tiennent la main pour ne pas être séparées pendant leur sommeil. Y crois-tu ou pas? C'est vrai, cette façon de dormir a une fonction bien pratique. Les scientifiques suggèrent que les loutres de mer ont développé cette adorable habitude pour rester proches de leur partenaire d'accouplement. Si tu tiens fermement la main de ta petite amie loutre toute la nuit, cela réduira le risque qu'elle s'accouple avec un autre mâle pendant que tu dors. De plus, le fait de se tenir la patte aide les loutres à se protéger des prédateurs en restant éloignées de la terre ferme. Si un humain touche un oisillon, sa mère l'abandonnera. Mythe ou vérité? Qu'en penses-tu? Heureusement, ce n'est qu'un mythe. En fait, les oiseaux ne reconnaissent pas leurs petits à l'odeur. Alors n'hésite pas à remettre les petits dans le nid s'ils sont tombés. Et accroche-toi toujours à ta copine loutre pour ne pas te faire manger. Les ours polaires ne sont pas blancs. Leur peau est noire sous leur fourrure, mais ils ont besoin de la couleur blanche pour se camoufler pendant qu'ils chassent. La couleur noire absorbe le soleil mieux que tout autre, tandis que la fourrure blanche n'arrête pas la lumière du soleil. Les rayons la traversent. En un sens, un ours polaire a plutôt une fourrure transparente. Il existe un mythe selon lequel les chats et les chiens voient le monde en noir et blanc. En réalité, ils ne peuvent tout simplement pas distinguer certaines couleurs. Personne ne sait exactement comment les chiens voient. Certains pensent qu'ils ne distinguent que 2 couleurs.
Ce pourrait être le bleu et le jaune pour ce que nous en savons, mais ils peuvent percevoir les nuances d'autres couleurs mieux que les humains. Et les chats ont une merveilleuse vision nocturne. Ils ont besoin d'environ 7 fois moins de lumière qu'un humain pour voir dans l'obscurité. On pensait que les girafes étaient muettes, mais on a récemment découvert qu'elles émettaient des sons à basse fréquence la nuit pour communiquer entre elles. Le jour, elles ne disent pas un mot et s'avertissent mutuellement du danger d'une manière très inhabituelle, en remuant leurs sourcils très développés. Il est probable que la nuit, il leur soit plus difficile de distinguer les sourcils de leurs congénères, c'est pourquoi elles se mettent à parler pour de bon. Toujours à propos des girafes, ces animaux dorment bien plus de 30 minutes par jour, mais probablement pas autant que toi. Leur rythme de sommeil est assez typique. Après avoir surveillé un troupeau de girafes, les chercheurs ont découvert qu'elles dormaient la nuit et faisaient de courtes siestes l'après-midi. Au total, chaque girafe a environ 5 heures de sommeil par jour. Et d'ailleurs, un troupeau de girafes s'appelle en fait une tour de girafes. C'est plutôt logique, sachant qu'elles ont un si long cou. Les mouettes peuvent boire de l'eau salée. Elles possèdent des glandes sécrétant du sel près de leurs yeux. Ces glandes purifient l'eau de mer très rapidement, et le résidu salé sort par leurs narines. De la morve salée en quelque sorte. Les manchots Adélie sont de vrais romantiques. Ils n'ont qu'un seul partenaire pour la vie. Le mâle offre un caillou lisse à la femelle pour fonder une famille, un peu comme une bague de fiançailles. Mais comme chez les humains, la femelle pingouin peut refuser le cadeau. En parlant d'amour animal, les renards aussi sont romantiques. Les mâles font de bons pères et maris, et ils sont dévoués à leurs proches pour la vie. Ils prennent soin des femelles et enlèvent même les puces de leur fourrure. Ils améliorent le terrier et participent activement à l'éducation de leurs petits. Les dauphins peuvent dormir avec un œil fermé et l'autre ouvert. Une moitié du cerveau se repose et rêve, pendant que l'autre moitié scanne l'environnement à la recherche de signes de danger. Le cerveau parfait pour dormir pendant les cours et les réunions ennuyeuses. De plus, les dauphins contrôlent manuellement leur respiration. Si les deux parties de leur cerveau dormaient en même temps, ils pourraient tout simplement se noyer. Les loutres de mer sont les dormeuses les plus adorables du règne animal. En été, à cause de la chaleur, les loutres de mer passent tout leur temps dans l'eau. Elles nagent sur le dos et dorment dans cette position. Les bébés dorment sur le ventre de leur mère, et les adultes se tiennent par les pattes pour ne pas être séparés par les courants. Les autruches n'enfouissent pas leur tête dans le sable lorsqu'elles se sentent menacées. En fait, elles n'enfouissent jamais leur tête. Ce mythe s'est répandu à cause de la célèbre expression « faire la politique de l'autruche ». En réalité, les autruches creusent des trous dans le sable pour leurs œufs, car ce sont des oiseaux incapables de voler. Pour s'assurer qu'ils sont uniformément chauffés, les autruches y plongent leur tête afin de tourner les œufs de temps en temps. Mais ces animaux ont quand même une certaine propension à la fuite. Lorsqu'elles font face à une menace, elles peuvent se laisser tomber sur le sable et y rester parfaitement immobiles, en faisant semblant de ne pas être en vie. Selon une croyance populaire erronée, les requins ne pourraient respirer qu'en se déplaçant, car la natation les aide à pousser l'eau à travers leurs branchies. Bien que de nombreux types de requins soient effectivement conçus ainsi, beaucoup d'autres, comme les requins nourrices, qui arpentent les hauts fonds, n'ont pas besoin de nager pour pomper de l'eau riche en oxygène vers leurs branchies. Toutefois, tous les requins sont dépourvus de vessie natatoire, donc s'ils arrêtent de nager, ils vont probablement couler au fond de l'eau. Mais heureusement, le corps d'un requin ne peut pas être comprimé. C'est pourquoi les descentes ou les remontées rapides sont sans danger pour eux. Des scientifiques du Japon ont fait écouter des enregistrements audio à des chats pour prouver qu'ils étaient réellement dédaigneux. Dans ces enregistrements, les propriétaires des chats les appelaient par leur nom. Les pupilles des chats se dilataient et les animaux bougeaient leur queue, leurs pattes ou leurs oreilles. Ils entendaient donc les appels mais y répondaient rarement. C'est une question d'évolution. Les chats sont devenus proches des humains parce qu'ils étaient attirés par les souris qui mangeaient nos céréales. Ils ont vécu auprès des gens mais n'ont jamais réellement été apprivoisés. Et pourtant nous continuons à les nourrir. Les oiseaux sont en fait parmi les derniers survivants des dinosaures. Ils ont évolué à partir des théropodes, les dinosaures qui couraient sur 2 pattes. Donc lui, techniquement, le T-Rex est un cousin éloigné du poulet, de l'autruche et même du colibri. En réalité, les flamants roses sont blancs, mais ils prennent cette teinte rose grâce au bêta-carotène, un pigment qui se trouve dans les algues et les crevettes dont ils se nourrissent. Toi aussi, tu peux changer la couleur de ta peau. Si tu manges beaucoup de carottes, elle deviendra légèrement orange. Cela se produira à cause de la forte teneur en bêta-carotène du légume. Les marins du monde entier ont parlé des calmars géants qu'ils ont rencontrés lors de leur voyage.
Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont considéré que les monstres aux longs tentacules étaient un mythe. Mais en 2004, la première photo d'un calmar géant a été réalisée. Ils existent réellement. Les scientifiques ont mesuré un animal de près de 13 mètres. Les moustiques piquent vraiment certaines personnes plus que d'autres. Les humains les plus attirants pour eux sont ceux qui ont du sang de type O. Waouh, tu es au cœur du désert du Sahara. Tu vas participer à un marathon. Depuis ce point, tu dois marcher 950 km vers l'est jusqu'au point de rendez-vous. Tu veux te prouver à toi-même que tu peux survivre dans n'importe quelle condition. La pleine mer, les terres glacées de l'Antarctique, la jungle amazonienne. Tu as été partout. Et maintenant, c'est au tour du désert brûlant. La clé du succès de toute expédition est la préparation. Tu prends donc un grand sac à dos rempli des affaires nécessaires. Une petite hache pour couper les branches sèches, une boussole, un sac de couchage. Tu ne peux pas compter sur le GPS car la connexion peut être perdue dans le désert. Des allumettes, une trousse de premiers secours, des comprimés de purification d'eau, une lampe de poche. Tu as aussi besoin d'un foulard, d'un bandana, de lunettes étanches qui protégeront tes yeux du sable et de vêtements légers qui peuvent couvrir tout ton corps. Un imperméable ou une tente te sera également utile. Tu as besoin de tout cela pour protéger ton corps du sable et des rayons du soleil. Pour la même raison, tu emportes aussi des gants. Tu ne peux pas manger des aliments trop nutritifs. Pour les digérer, ton corps aura besoin de beaucoup d'énergie et de liquide. Or, ce sont les choses les plus importantes et les plus rares dans le désert. Les barres diététiques ou les fruits secs sont d'excellentes options. Il te faut aussi de l'eau, beaucoup d'eau. Il est plus sûr d'emporter plusieurs petites bouteilles qu'un seul grand récipient. Si ce récipient s'abîme, tu te retrouveras sans eau. Tandis que si tu as plusieurs bouteilles, tu réduis ce risque. Ton sac à dos est plein et tu es prêt à commencer ton périple. Un hélicoptère te dépose au milieu du désert. Tout d'abord, tu lubrifies tes narines avec une crème hydratante. C'est nécessaire pour éviter que les muqueuses ne sèchent. L'air chaud peut te brûler le nez et tu ne veux pas respirer par la bouche pour ne pas perdre la précieuse humidité qui y règne. Tu marches quelques mètres et tu t'arrêtes. Ce serait une erreur de voyager dans un endroit aussi chaud pendant la journée. Tu vas commencer à transpirer et perdre beaucoup de liquide. Or, tes réserves d'eau sont limitées. Le moment idéal pour voyager est le soir et la nuit. À ce moment-là, il fait froid. Tu auras besoin de bouger davantage pour te réchauffer. Tu trouves donc un vieil arbre abattu et tu y attaches un auvent. Tu as créé une ombre, ce qui signifie que ton lieu de repos est prêt. Il est important de bouger le moins possible pour économiser ton énergie. Tu ouvres ta carte et sors ta boussole. Puis tu vérifies l'itinéraire, tu regardes autour de toi et tu étudies le paysage désertique pour pouvoir t'y orienter plus facilement. Tu veux boire de l'eau mais tu t'arrêtes. Il est préférable de ne pas boire pendant 24 heures pour que ton corps passe en mode survie. Tu fermes les yeux et t'endors. Le sable te souffle au visage. Tu te lèves et tu vois qu'une tempête de sable s'approche. L'arbre près duquel tu as dormi semble trop fragile. Il ne résistera pas à la tempête. Tu as besoin d'un abri de toute urgence. Tu mets tes lunettes, tu attaches le foulard autour de ta tête et tu l'humidifies pour faciliter ta respiration. Si tu n'avais pas d'écharpe, tu devrais couvrir ton visage avec tes mains. Toutes les parties de ton corps doivent être protégées par des vêtements. De minuscules grains de sable entrent en collision avec ta peau à grande vitesse. Malgré la protection, tu en sens quelques-uns sur ton visage. Il n'y a pas d'abri où tu puisses te cacher à proximité. Cela pourrait être une grosse pierre, un arbre, mais rien. Tu dois maintenant trouver une colline. Pendant la tempête, les grains ne font pas que voler, ils rebondissent aussi sur le sol et les uns sur les autres. Lorsque tu es sur une colline, la plupart des grains de sable tombent le long des pentes et tu es plus ou moins épargné. Tu dois rejoindre un terrain élevé dès que possible, car il est difficile de se déplacer dans de telles conditions. Tu perds trop d'énergie, tu dois même marcher à reculons, le dos tourné au vent pour protéger ton visage. La tempête se renforce. Mais heureusement, tu es déjà en train de t'élever. Tu te retrouves sur une petite colline sablonneuse. Tu enroules ta tente autour de ton corps et tu attends. Fatigué, tu t'endors à nouveau. Quelques heures passent, tu ouvres les yeux et tu entends le silence. La tempête est passée. Tu retires la tente, secoues le sable et inspectes les environs. Le soir se rapproche, le soleil n'est plus aussi chaud. Tu sors ta boussole et ta carte pour vérifier l'itinéraire. Mais l'instant d'après, tu découvres que la tempête de sable a complètement transformé le paysage environnant. Il est difficile de se diriger à l'aide de la carte lorsqu'il n'y a pas de point de repère familier. Tu peux facilement t'écarter du chemin et te perdre. Tu ne sais pas trop où aller. Mais tu as de l'eau et de la nourriture et d'autres personnes savent approximativement où tu te trouves. Dans ce cas, il est préférable pour toi de rester où tu es. Ils commenceront à te chercher et finalement te trouveront. Tu ne gaspilleras pas ton énergie et tes réserves.
Mais tu regardes la boussole, la carte, et tu décides d'aller vers l'est. Tu es ici pour terminer le marathon, quoi qu'il en coûte. La nuit est assez froide, mais le mouvement constant t'aide à rester au chaud. Tu vérifies tes poches et t'aperçois que tu as perdu tes allumettes pendant la tempête. Puis tu vois un arbre sec devant toi. Tu coupes quelques-unes de ses branches et les attaches à ton sac à dos. En marchant, tu laisses des marques sur le sable. Ce sont les branches auxquelles tu as attaché des morceaux de tissu et que tu plantes dans le sol à intervalles réguliers. De cette façon, tu peux aider les sauveteurs à te retrouver si tu n'arrives pas au point de rendez-vous. C'est déjà l'aube. Le soleil est brûlant. Tu trouves un autre arbre, crée une ombre à l'aide de la tente, bois un peu d'eau et t'endors. La nuit venue, tu coupes les branches de l'arbre et tu erres à nouveau dans le désert. Il semble que tu sois perdu. Ton eau s'épuise plus vite que prévu. Tu grignotes une barre énergétique et ton corps réclame encore plus d'eau. Le plus important dans cette situation est de rester calme. La panique draine ton énergie. Tu essayes d'imaginer que le désert est ta maison et que tu le connais parfaitement. Cela te procure force et confiance. Tu trouves les ruines d'un vieux bâtiment et tu te caches dans son ombre. Ensuite, tu mets les branches en un seul tas et tu y mets le feu avec un miroir. Tu as besoin du feu pour que les sauveteurs remarquent la fumée. Malheureusement, il n'y a pas d'hélicoptère qui vole dans le ciel. Tu continues ton chemin la nuit suivante et tu découvres qu'il ne te reste qu'une seule bouteille d'eau. Tu essayes de manger le moins possible pour que ton corps ne gaspille pas d'énergie à digérer les aliments. Cela te rend plus faible. Ton objectif est maintenant de réapprovisionner tes réserves. Pour ce faire, tu dois attendre l'aube. Ensuite, tu regarderas le ciel, tu trouveras les nuages et tu iras dans cette direction. Là où il y a des nuages, il devrait y avoir de la vie et de l'eau. Mais très vite, tu comprends que le soleil est trop chaud. Tu as fait à nouveau de l'ombre, épuisé, tu t'allonges et t'endors rapidement. Le soleil a changé de position et brille maintenant droit sur toi. Sa chaleur te réveille, tu n'as plus d'eau, tu te lèves et cherches des pierres ou de la végétation. Tu peux obtenir un peu de liquide à partir de l'herbe, des plantes ou des buissons. Après les pluies, l'humidité reste longtemps sous les pierres, retourne-les et vérifie, mais avec précaution. Des scorpions, des serpents et des araignées peuvent s'y cacher. Tu dois aussi inspecter le sable pour trouver des traces d'animaux ou d'insectes. Les animaux vont toujours vers les sources d'eau et tu dois les suivre. Mais sois très attentif. Il peut s'agir de traces de guépards ou de lycaons. Tu es trop faible pour te défendre contre eux. Tu dois repérer les animaux de loin et attendre qu'ils aient bu en premier. Tu trouves des empreintes de pas. Un groupe de hyènes tachetés marche au loin. Tu les suis lentement. Elles te mènent à une oasis. Tu attends pendant quelques heures qu'elles aient fini de boire. Finalement, elles quittent l'endroit et tu peux étancher ta soif à ton tour. N'oublie pas de mettre des tablettes de purification dans l'eau. Mais même si tu ne les as pas, tu devrais quand même boire. Dans tous les cas, ça ne peut pas être pire. De plus, il est important de ne pas boire trop d'eau d'un coup. Ton corps est épuisé et ne peut pas assimiler une grande quantité de liquide rapidement. Tu bois donc lentement, par petites gorgées. Tu as l'impression de pouvoir faire cela pendant des heures. Ensuite, tu manges et verses de l'eau dans tes bouteilles. N'ayant plus faim, te sentant satisfait et heureux, tu t'endors à nouveau. Un bruit te réveille. Un hélicoptère. Il vole juste au-dessus de toi. Tu cries et agites les mains. Mais les sauveteurs ne te remarquent pas. Il est trop tard pour faire un feu. L'hélicoptère s'en va. Réfléchis, réfléchis. Tu sors ton miroir, attrape un rayon de soleil et le dirige vers l'hélicoptère. Les sauveteurs t'ont remarqué. Tu es sauvé. Si tu penses que tes parents ont été trop durs avec toi, peut-être qu'avec cette liste d'animaux, tu comprendras qu'ils n'étaient peut-être pas si mauvais que cela. La femelle du cheval, ou jument, a une période de gestation d'environ 1 an. Cela peut sembler terriblement long, mais pour les éléphants, ce n'est encore rien. Ils portent leurs petits jusqu'à 22 mois avant de leur donner naissance. Contrairement aux autres animaux qui préfèrent se reposer en attendant l'arrivée de leurs petits, pour les juments, la grossesse est synonyme de fête. Dès que la jument est enceinte, elle fait le tour du troupeau et s'accouple avec chaque étalon. Cela pourrait te paraître absurde, étant donné qu'elle est déjà enceinte, mais il y a une explication raisonnable. Les chevaux sont plutôt fiers et agressifs envers leurs rivaux. Mais si un étalon pense qu'un poulain est son fils, les risques qu'il fasse du mal aux petits seront nuls.
L'intention réelle des juments est donc de protéger les poulains en faisant en sorte qu'aucun mâle ne sache qui est le vrai père. N'est-ce pas ingénieux? Les juments figureront donc tout en bas de notre liste. Tout le monde sait bien que la femelle du coucou abandonne ses petits avant même l'éclosion. Elle pond tout simplement ses œufs dans le nid d'autres oiseaux et s'en va pour toujours. Et comme il est difficile de faire la différence entre les œufs, les oiseaux d'accueil finissent par tous les couver de la même façon. Pendant ce temps, les coucous profitent de leur vie sans attache. Hélas, les problèmes surviennent vite dans le nid. Le petit coucou sème le chaos dans sa famille nourricière. Il grandit plus vite et éclot plus tôt, et pousse les autres petits hors du nid maternel. Les moineaux sont tellement mignons. Mais ne te fie pas à cette petite bouille innocente. La femelle du moineau est à la fois une mère attentionnée et une furieuse marâtre qui terrifierait même Cendrillon. Les moineaux sont généralement monogames, mais il arrive qu'ils aient des relations en dehors du nid conjugal. Lorsque cela arrive, une femelle peut souvent découvrir les maîtresses de son compagnon et elle n'hésitera pas à détruire leur nid. Pourquoi ? Pour s'assurer que le moineau mâle aura suffisamment de temps pour s'occuper de sa propre progéniture. Apparemment, ils n'ont pas entendu parler des babysitters. Les phoques du Groenland s'occupent de leurs petits pendant leurs 2 premières semaines. On ne peut donc pas dire que ces créatures sont les pires mères du règne animal. Pendant cette courte période, elles gardent leurs enfants près d'elles, les dorlotent et les nourrissent 24 heures sur 24. Mais après cela, les mères phoques leur disent au revoir et les laissent seuls sur la glace. Les bébés phoques sont encore très vulnérables, car ils ne savent ni nager, ni chasser, ni se protéger. Il leur faudrait au moins 2 mois pour acquérir toutes ces aptitudes. Ils passent donc leur temps à attendre, à perdre du poids, tout en essayant d'éviter de finir dans la gueule d'un prédateur. Il n'est pas étonnant que seul 1/3 des petits phoques réussissent à survivre à leur première année. Les hamsters sont d'adorables petites créatures, n'est-ce pas ? Mais pourtant, ils possèdent un secret qui pourra choquer ceux qui ne sont pas au courant. Il se peut en effet que la femelle du hamster confonde sa progéniture avec son dîner. Personne ne sait exactement pourquoi, mais les scientifiques ont avancé plusieurs théories. Certains pensent qu'elle fait cela pour faire le plein d'énergie après avoir donné naissance. D'autres affirment que les hamsters peuvent se sentir stressés et menacés par une portée trop importante. Cet acte serait donc un mécanisme de défense. Pour éviter cette triste fin, les experts recommandent de faire en sorte d'éviter tout stress à l'animal et de bien le nourrir. Tout ou rien est probablement la devise préférée des ours noirs. Ils ont généralement 2 ou 3 oursons à la fois. Mais si pour une raison ou pour une autre, une maman ours n'a qu'un seul ourson, elle pourra l'abandonner dans l'espoir d'avoir une portée plus grande l'année suivante. Pourquoi ? Probablement parce qu'élever un seul petit n'en vaut pas la peine. Et tandis qu'un ourson noir aura plus de chances de survivre s'il a un frère ou une sœur, c'est tout l'inverse chez les pandas. Étonnamment, ces adorables nounours sont des parents assez négligents. Les mères ont généralement des jumeaux, mais elles préfèrent ne s'occuper que de l'un d'entre eux. Elles dorloteront et allaiteront le petit le plus fort. Pendant ce temps, le plus faible sera délaissé et devra survivre par ses propres moyens. Cette cruauté s'explique tout à fait rationnellement. Les pandas mangent du bambou, mais ce n'est pas assez nutritif pour faire du lait pour 2 petits. Même les pandas vivant dans les eaux obéissent à cet instinct. Heureusement, les employés des parcs animaliers nourrissent tous les petits sans distinction. Bien que les singes aient généralement la réputation d'être des parents attentifs, ces mignonnes créatures moustachues font exception à la règle. Après une période de gestation d'environ 5 mois, la femelle du tamarin donne naissance à des jumeaux. Et s'il arrive qu'ils tombent de l'arbre, elle ignorera complètement leurs pleurs et leurs appels. Il se peut même qu'une mère jette violemment ses petits du haut de sa branche. Qui sait ce qui se cache dans ces petites têtes ? Mais toutes n'ont pas le cœur aussi froid. Si une mère tamarin est bien entourée, dispose de nourriture et se sent protégée, il est probable qu'elle prenne bien soin de sa progéniture. Mais si personne ne la regarde ni ne l'aide, elle pourra refuser de faire le moindre effort, sans doute parce que les petits n'auront alors pas de grandes chances de survie. Bien qu'il semble que les tamarins à moustache feraient d'excellents animaux de compagnie, les experts affirment que ces singes demandent plus de soins que n'importe quel autre animal domestique. Surtout, prends garde à ce qu'ils ne te poussent pas de ta branche. On associe généralement les lapins aux câlins et aux caresses. Mais dans la vraie vie, ils ne sont pas aussi doux lorsqu'il s'agit de leurs propres petits.
Les mères préféreront quitter le terrier dès qu'elles auront mis bas. Et ces mignons petits lapins devront apprendre à affronter les défis de la vie par eux-mêmes. Ils ne voient leur mère que quelques minutes par jour, pendant la tétée. Les scientifiques pensent que les lapins abandonnent leur progéniture pour tromper les prédateurs et les éloigner. Bien sûr, cette méthode n'offre pas de garantie à 100%. Après tout, les lapines ne font pas beaucoup d'efforts pour aménager un abri des plus sûrs. Elles le construisent généralement à l'air libre. Et où est le repère, te demandes-tu peut-être? Eh bien, il est recommandé d'isoler les mères des mâles pendant qu'elles élèvent leurs bébés. Contrairement aux chevaux, les lapins ne feront probablement pas de mal aux petits. Mais ils pourraient à nouveau féconder la lapine, même si elle vient d'accoucher. Les reptiles ne sont pas connus pour être des créatures chaleureuses et attentionnées, et leur approche pratique de la vie s'étend également à leur méthode d'éducation. Les 5 à longue queue ne font pas dans la demi-mesure en matière d'autoprotection. Cette espèce de saurien mangera ses propres œufs si trop de prédateurs se rassemblent autour de son abri. La mère ne fera aucun effort pour repousser le danger. Sa devise est peut-être « Si je ne peux pas les garder, alors personne ne les aura ». Une fois la menace éloignée, elle continue à vivre normalement et à pondre des œufs. La femelle de l'aigle pond 2 ou 3 œufs en une semaine. Après environ 1 mois de couvaison, les aiglons naissent enfin. Mais leurs problèmes ne font que commencer. Comme les œufs n'ont pas tous exactement le même âge, ils n'éclosent pas simultanément. Et la concurrence entre frères et sœurs peut alors être terrible. Ils se montreront très agressifs les uns envers les autres. Les oisillons plus âgés attaqueront généralement les plus jeunes avant même qu'ils n'aient eu la chance de commencer leur vie. Probablement afin de gagner de la place et manger à leur faim. Et la maman aigle ne prendra pas la peine de séparer ses petits. Même si leur bagarre entraîne de graves blessures, elle ne réprimandera pas le gagnant ni ne sauvera le perdant. On dit que cette indifférence est censée préparer les jeunes aigles à la dure vie qui les attend. Après tout, l'aigle est un oiseau de proie, et il n'aura de pitié ni pour les mammifères ni pour les autres oiseaux qu'il chassera jusque dans leur nid. Incroyable mais vrai, les paresseux peuvent retenir leur souffle plus longtemps que les dauphins. Ils ralentissent tellement leur rythme cardiaque qu'ils peuvent rester sous la surface jusqu'à 40 minutes. Contrairement aux poissons, les dauphins et les baleines sont des mammifères aquatiques, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas respirer sous l'eau. Quand il s'agit de respirer, ils sont plus semblables à nous qu'aux poissons. Ils possèdent des poumons et respirent au moyen d'un orifice appelé l'évent. Lorsqu'ils sont sous la surface, ils retiennent leur souffle jusqu'à ce qu'ils puissent remonter pour respirer. Les dauphins peuvent rester sous l'eau pendant 10 minutes. Un cachalot peut retenir sa respiration pendant 90 minutes. Tandis que l'éléphant de mer détient le record parmi les mammifères aquatiques et peut rester sous l'eau pendant 2 heures sans avoir à remonter. Il existe une guêpe si minuscule, plus minuscule encore qu'une tête d'épingle, qu'elle fait presque la taille d'une amibe, sachant que les amibes sont composées que d'une seule cellule. Cette guêpe possède les mêmes parties du corps que le reste des insectes, ailes, cerveau, yeux, etc. Mais c'est une version vraiment microscopique d'un insecte, puisqu'elle ne mesure que 0,2 mm de long. Le plus petit insecte adulte que nous connaissions est une guêpe parasite au nom bien complexe. Il s'agit des mimaridés. Les mâles n'ont pas d'ailes, ils sont aveugles et ne mesurent que 0,1 mm. Ce n'est pas un hasard si chaque espèce animale a des couleurs et des motifs différents. C'est notamment pour les aider à se distinguer entre eux lorsqu'ils cherchent leur partenaire d'accouplement potentiel ou pour avertir les prédateurs qu'ils sont venimeux, en espérant qu'ils comprennent le message. Ensuite, il y a les prédateurs furtifs comme les tigres. Il est très important pour eux de rester invisibles car cela fait toute la différence. Si leur proie les voit venir de loin, pas de dîner ce soir. Mais alors, pourquoi les tigres sont-ils oranges? Pour nous, l'orange est une couleur utilisée pour les choses qui doivent être très visibles. Par exemple, pour les gilets de sécurité ou les cônes de signalisation. Pour l'œil humain, l'orange se distingue généralement dans l'environnement. Donc, si un tigre se dirige vers toi, tu le repéreras assez facilement. Mais les humains ont une vision des couleurs dites trichromatiques. Lorsque la lumière de ton environnement entre dans ton œil, elle frappe la rétine, une fine couche située à l'arrière de celui-ci. Pour traiter cette lumière, la rétine utilise 2 types de récepteurs de lumière, les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets ne peuvent distinguer que les différences entre la lumière et l'obscurité. Ils ne peuvent pas percevoir les couleurs,
Nos yeux s'appuient principalement sur les bâtonnets lorsque la lumière est faible. Les cônes sont responsables de la perception des couleurs. Les humains en possèdent principalement 3 types, pour le vert, le bleu et le rouge. C'est pour cette raison que nous qualifions notre vision de trichromatique. La plupart des humains voient 3 couleurs primaires ainsi que leurs combinaisons colorées. Les grands singes ont aussi ce type de vision. Mais la plupart des mammifères qui vivent sur Terre, y compris les chats, les chevaux, les cerfs et les chiens, ont une vision dichromatique des couleurs. Les rétines de leurs yeux possèdent des cônes pour 2 couleurs seulement, le vert et le bleu. Lorsque les humains obtiennent des informations uniquement à partir de leurs cônes vert et bleu, ils sont considérés comme daltoniens, puisqu'ils ne peuvent pas, par exemple, faire la différence entre les nuances de vert et de rouge. Cette situation est similaire chez les mammifères terrestres. Les cerfs sont sûrement la proie des tigres bien plus souvent que les humains, et ils ne voient pas les tigres en orange, mais en vert. Des tigres verts seraient sans doute plus difficiles à repérer, ce qui signifierait plus de viande pour les tigres. Mais l'évolution a quand même décidé d'opter pour l'orange, car il est tout simplement plus facile de produire une telle couleur. Le seul mammifère vert est un paresseux, mais sa fourrure n'est pas naturellement verte. C'est à cause de l'algue qui y pousse. Et on te rappelle qu'ils peuvent retenir leur souffle pendant 40 minutes. L'eau autour des pôles peut devenir très froide pendant certaines périodes de l'année. Beaucoup de poissons y vivent, mais quand cela arrive, ils doivent migrer pour survivre. Mais il existe un groupe spécial de poissons, natifs de l'océan austral, près de l'Antarctique. Les températures y varient de -2 degrés à 4 degrés Celsius. Techniquement, c'est en dessous de 0, mais le sel de l'eau de mer l'empêche de geler. Ces poissons peuvent survivre parce qu'ils possèdent une caractéristique spéciale appelée glycoprotéine. Il les aide à rester chez eux car elle agit comme une sorte d'antigel naturel. C'est une protéine qui empêche les cristaux de glace de se former dans leur sang et l'aide à continuer de circuler normalement. T'es-tu déjà demandé comment les minuscules animaux comme les fourmis respiraient? Essaye d'ouvrir ta bouche et ta gorge, mais en même temps, tiens ta poitrine et ton diaphragme immobile. Le diaphragme est une structure musculaire qui sépare les cavités thoraciques et abdominales chez tous les mammifères. Il se dilate normalement lorsque tu respires. Si tu fais cela, tu ne peux pas retenir ta respiration, car l'oxygène trouvera toujours le moyen d'entrer dans tes poumons, du moins suffisamment pour répondre aux demandes de ton corps. Mais en général, quand tu respires, le diaphragme pompe activement l'air dans ton corps et hors de lui. Pour survivre sans que le diaphragme le fasse, il te faudrait avoir plus d'une gorge et encore beaucoup plus petit. Les fourmis ont 9 ou 10 paires d'ouvertures le long des côtés de leur petit corps. On les appelle des spiracles, et chacun est relié à une série de tubes ramifiés. C'est un système similaire aux poumons humains. Leur sang ne transporte pas l'oxygène de ces tubes vers le reste de leur corps. Au lieu de cela, les tubes diffusent cet oxygène. Les terminaisons de ces branches touchent directement les membranes de leurs cellules. Cela ne peut fonctionner que chez les animaux vraiment petits. Lorsque le corps est plus grand que 2 cm, ces tubes sont trop longs et ne peuvent pas diffuser l'air assez rapidement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les girafes ont un long cou, qui, soit dit en passant, peut atteindre une longueur de 2,50 m. À première vue, il semble que l'évolution les ait pourvues de ce cou pour atteindre les feuilles les plus tendres des arbres. C'est un accès exclusif dont les autres animaux ne peuvent que rêver, et les girafes n'ont pas à se battre pour les meilleures feuilles. Mais avec le temps, les chercheurs ont réalisé que ce n'était pas la seule raison. Ils pensent aussi que le cou pourrait être un élément important lorsque les girafes mâles se lancent dans des combats. De la même façon que les antilopes mâles utilisent leurs dents ou que les cerfs utilisent leur bois. Plus le cou est épais, plus les chances de gagner le combat sont grandes. Certains insectes jouent à l'opossum lorsqu'il y a un prédateur à proximité. Par exemple, lors d'une expérience, des scientifiques ont observé un fourmillon à l'état larvaire. Il a été capable de faire le mort pendant 61 minutes. En quoi cela peut-il être utile? Eh bien, mettons que tu sois dans un jardin où tu vois un tas de buissons identiques avec des fruits. Tu vas vers le premier buisson et tu commences à cueillir et à manger les fruits. Miam, c'est si simple! Et tu le fais relativement vite. Mais au fur et à mesure que tu dépouilles ce buisson, tu as de plus en plus de mal à trouver d'autres fruits. Et c'est un peu irritant car cela prend beaucoup plus de temps qu'au début. Tu dois donc maintenant décider si tu dois rester là et essayer d'en trouver plus ou simplement passer à un autre buisson pour que tout soit à nouveau facile et rapide. En supposant que tu sois le prédateur et que les prédateurs soient gourmands, tu chercheras simplement à manger le plus de fruits possible en un minimum de temps.
Cela signifie que tu vas passer à un autre buisson et cueillir les fruits qui s'y trouvent, puis passer au suivant et ainsi de suite. Les chercheurs expliquent la même logique lorsqu'il s'agit d'oiseaux et de larves de fourmillons. Il semblerait que les insectes fassent perdre du temps aux prédateurs lorsqu'ils font le mort, ce qui a un impact important sur la façon dont les choses se passent ensuite. De cette façon, ils encouragent le prédateur à chercher de la nourriture ailleurs, car le prédateur n'a pas autant de temps à perdre. Donc faire semblant d'être mort est en fait un bon moyen de rester en vie. Selon l'espèce, les jeunes oiseaux passent de 10 à 30 jours dans leurs œufs. Il n'y a pas d'air à l'intérieur, mais la nature a créé un mécanisme parfait pour qu'ils puissent respirer. Pendant qu'un oisillon se développe à l'intérieur de l'œuf, une sorte de structure creuse en forme de sac se développe à partir de l'intestin. C'est comme une petite poche qui fusionne avec une deuxième membrane qui entoure l'embryon. Ensemble, ils forment un type de membrane spéciale. Ainsi, une extrémité est attachée à l'embryon, tandis que l'autre est proche de la surface intérieure de la coquille de l'œuf. Cette membrane spéciale agit comme un tissu pulmonaire et relie le monde extérieur au système circulaire de l'oisillon. La plupart des animaux ont des yeux, mais certaines espèces en requièrent davantage. Par exemple, certains reptiles, amphibiens et poissons ont un troisième œil sur le dessus de la tête. Ce n'est pas quelque chose qui améliore beaucoup leur vue, mais cela les aide simplement à se repérer grâce à la lumière du soleil et à réguler leur température corporelle. De nombreux invertébrés ont plus de 2 yeux. La plupart des araignées en ont 8, car de cette façon, elles peuvent repérer leur proie plus facilement.